Et le premier visage de notre trombinoscope, c'est un visage qu'on retrouve à la une de nombreux magazines aujourd'hui, le visage du ministre de l'Éducation nationale. Gabriel Attal qui est partout. On va commencer par l'Obs. L'Obs qui fait sa une avec ce titre, Gabriel Attal, la stratégie du bon élève. Peut-être qu'on peut la voir cette une, non? Bon, il y a l'Obs et il y a l'Express, l'intrigant Monsieur Attal. C'est Philippe Etchebest qui doit la ramener, je crois. Voilà, c'est ça. Challenge, l'école, sauver nos enfants, le plan de Gabriel Attal. Bref, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, qui est donc partout. C'est le bon élève du gouvernement, il faut bien le dire. Et c'est vrai que ça ressemble quand même, mine de rien, même si c'est très loin la présidentielle, tout ça ressemble quand même à un début de campagne, de communication pour un éventuel successeur d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard Miller? C'est très possible. Maintenant, ça se rappellera peut-être pas En Marche, mais En Classe. Et puis, on voit quand même que ça rappelle un petit peu, ne serait-ce que par sa jeunesse, un autre jeune qui avait finalement relativement bien réussi. Moi, ce qui me frappe beaucoup à propos d'Attal, c'est à quel point il est populaire à droite, voire à l'extrême droite. Il y a eu toute une série de félicitations, notamment sur une chaîne concurrente. Pourtant, il vient du Parti Socialiste, je vous le rappelle. C'est l'aile gauche de la Macronie. C'est ça qui est étonnant. Et en même temps, il est salué, notamment sur les dernières mesures qu'il propose par la droite. Parce que c'est le retour de l'autorité. Parce que c'est le retour de l'autorité, parce que sans doute, je ne sais pas, il doit effectivement avoir en lui quelque chose qui rassure aussi la droite. Blanche Ferridon. Moi, ce qui m'interpelle dans cette séquence, c'est qu'on parle beaucoup du successeur, mais on ne parle pas vraiment de l'héritage. Et la vraie question, c'est quoi l'héritage du macronisme en 2027 et qu'est-ce qu'il en restera? C'est-à-dire, est-ce que ce sera vraiment le successeur d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui restera des fondamentaux d'En Marche qui étaient là au tout début? Beaucoup reprochent quand même au mouvement son manque d'ancrage local, son incapacité à avoir réussi à structurer une base militante solide. Moi, je crois que les vraies questions qu'il faudrait se poser aujourd'hui, comme on est encore très très loin de la présidentielle, c'est plutôt celle-ci, plutôt qu'une question de casting. Qui sera le prochain Macron? Il reste 3 ans et demi quand même. Trois unes consacrées à Gabriel Attal. J'en connais dans la Macronie ou à côté, je pense à Édouard Philippe, qui doivent commencer à s'inquiéter. Mais oui, parce que, alors sincèrement, il plaît à droite, il plaît aux gens de bon sens en fait. Parce que c'est un bon élève, mais c'est surtout un élève courageux. Parce que toutes les prises de position qu'il a pu avoir, par exemple sur la Baïa, il a été impeccable, respect de la laïcité. Sur toutes les mesures qui ont été annoncées, dont nous avons parlé dans ce programme ces dernières heures, c'est du bon sens. Franchement, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui, après l'horrible épisode Pape Ndiaye, redonne confiance dans le ministère de l'Éducation. C'est très bien que vous parliez de M. Pape Ndiaye, qui était son prédécesseur, parce que justement, lors de la passation de pouvoir entre le précédent ministre et M. Attal, eh bien, Gabriel Attal a fait une allusion, je ne sais pas si vous en souvenez, à sa professeure. Vous en souvenez? Oui. Et on l'a, cette professeure. Là, en ligne, je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour, Mme Beylac. Oui, bonjour, je vous entends très bien. Vous-même, vous aviez été surprise, je crois, quand on vous a dit, je crois que vous ne l'avez pas vu en direct, cette passation de pouvoir, mais vous avez été surprise quand on vous a prévenu et qu'on vous a dit que M. Gabriel Attal vous avait rendu hommage ce jour-là. Oui, j'ai été surprise, même si j'avais gardé des liens avec lui. Et effectivement, c'est un honneur extraordinaire, parce que vous savez que le métier d'enseignant a quand même quelque chose d'ingrat, on ne sait pas trop ce qu'on sème. Donc quand on s'aperçoit que... un élève a le sentiment que vous lui avez apporté quelque chose, effectivement, c'est merveilleux. Parce que je rappelle quand même ce qu'il avait dit. Il y aura toujours un professeur qui vous marquera, dont vous vous souviendrez et à qui vous devrez tant de choses. Pour moi, c'est Madame Beylac, professeure d'histoire-géographie. Voilà. Vous êtes prof d'histoire-géo, c'est bien ça, il faut le rappeler. Exactement. Est-ce que vous êtes fier de votre ancien élève? Ah oui, je suis très fière, ça oui. Oui, je suis très fière. Et puis, je vous écoutais parler avant, dire que c'était un bon élève, quelqu'un de courageux. Il est effectivement très courageux en s'attaquant à des problèmes auxquels moi je pense qu'il y a un moment qu'il aurait fallu s'attaquer. Je pense notamment au collège unique, parce que moi j'ai enseigné au collège tel qu'il était avant la réforme Abi et ensuite dans le collège unique. Et je dois dire que vraiment pour moi ça a été la loi Abi, c'est une erreur énorme. Donc je trouve que s'attaquer à ce genre de choses, c'est formidable. Mais au-delà, vous parlez de l'élection présidentielle. Moi, je pense que Gabriel Attal est quelqu'un, enfin l'expérience que j'ai eue, de pondéré qui sait aller pas à pas. Il ne cherche pas à sauter les étapes, à voir. Pour l'instant, je pense que son plan, c'est de bien réussir à l'éducation nationale. Voilà. Bon, très bien. Vous trouvez qu'on va un peu trop vite pour lui, voilà. Mais... Mais je vais rappeler quand même que vous êtes vous aussi effectivement non seulement prof d'histoire géo, mais que vous publiez des livres et que l'année prochaine il y aura une biographie de Louise Michel qui sortira. Absolument. Héroïne de la Commune.
Est-ce que, quand même, petite question, est-ce qu'il vous demande conseil parfois? Est-ce qu'il lui arrive de vous demander conseil sur les mesures qu'il veut mettre en place? Non, non, pas du tout. Et vous savez, je fréquente d'autres anciens élèves qui ont aussi des postes assez importants dans les instances publiques et nous nous voyons amicalement. Non, je ne cherche pas du tout à avoir des contacts, disons, d'influence obscure, pas du tout. J'ai fait mon métier d'enseignante, je suis heureuse qu'ils en aient retenu quelque chose. Je pense d'ailleurs qu'on retient d'un prof pas seulement ce qu'il vous apprend, mais la façon dont il l'apprend, même la façon dont il se conduit. Et voilà, c'est tout. Donc, je suis heureuse qu'il réussisse. On vous remercie beaucoup, Mme Beylac, et on va Merci. passer à notre deuxième visage de ce trombinoscope, un visage qui dîne ce soir à l'Élysée avec le président de la République. Il s'agit de Monsieur Viktor Orban. Ben oui, le Premier ministre hongrois qui est donc reçu par Emmanuel Macron ce soir à l'Élysée. En fait, Emmanuel Macron veut essayer de le convaincre de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui, parce qu'effectivement, on le sait, Viktor Orban n'est pas forcément sur la même ligne que les autres pays européens, ne serait-ce que par rapport à l'Ukraine et à la Russie. On sait que c'est un soutien de M. Poutine. Donc, dans ces cas-là, je me demande toujours comment ce genre de dîner peut bien se passer entre M. Macron et M. Orban à l'Élysée. Sachant qu'il y a eu un précédent il y a une dizaine de jours avec Charles Michel, qui a déjà essayé de convaincre Orban, sachant qu'il y a un chantage absolument Il monstrueux. faut rappeler qui est Charles Michel, quand même. Qui est le président du Conseil européen. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est bien ça, Conseil européen. Qui avait lui aussi envie, parce qu'il n'y a pas que l'élargissement à l'Ukraine qui est en jeu, il y a aussi le déblocage de sommes très importantes pour aider, là, dans l'immédiat, l'effort de guerre ukrainien pour contrer la menace russe. Et ce que le chantage qu'est en train de faire M. Orban, c'est de dire si vous me laissez mes fonds de l'Union européenne, qu'on ne lui débloque pas aujourd'hui parce qu'il ne respecte pas l'état de droit dans son pays, eh bien peut-être que j'accepterai de lever mon veto sur l'adhésion. C'est son droit de le faire, hein. Il a été élu par un peuple souverain qui s'appelle la Hongrie. Il utilise ses armes. C'est pas son droit de faire du chantage. Mais face à Bruxelles, il faut toujours faire du chantage, sinon on n'obtient rien. Ce qui est quand même terrible, Oui, non, parce que... il y a un moment donné, quand on parlait d'Orban, on en parlait comme d'une exception dans l'Europe. On avait l'impression que c'était vraiment le monstre de l'Europe. Or, actuellement, il faut bien dire qu'il a le vent en poupe. Si on regarde ce qui se passe en Italie ou dans d'autres pays, on s'aperçoit effectivement que Orban était le précurseur de quelque chose qui, malheureusement, est en train de s'installer en Europe. Philippe Etchebest nous a rejoint. Bienvenue, Philippe Etchebest. Bonsoir. On a juste changé un peu l'ordre de l'émission. C'était périlleux, mais je suis là. On a commencé par le trombinoscope. On va évidemment en parler avec vous dans un instant. Mais si vous voulez intervenir sur un sujet ou autre, d'ailleurs, tiens, après tout, un dîner à l'Élysée, quand on reçoit un président hongrois, il y a une recette hongroise qu'on peut lui faire ou lui préparer. Oui, il doit y en avoir. Il y a des classiques de cuisine hongroise. Et d'ailleurs, je pense pendant les campagnes napoléoniennes, il y a beaucoup de plats comme ça qui sont venus de ces campagnes-là. Et je pense en Hongrie aussi. On peut trouver. On peut trouver. Visage suivant, c'est celui de Joël Guerriau. Long portrait du sénateur dans Libé, la chute d'un sénateur à deux visages. On le rappelle, il a été mis en examen pour administration à son insu d'ecstasy à une députée Modem. Mais alors, le papier dans Libération aujourd'hui, l'enquête signée Laurent Léger, je dois dire, bon, est un peu à charge, hein, il faut bien reconnaître, mais quand même, on apprend beaucoup de choses sur cet homme politique qu'on connaissait à peine, il faut bien dire, avant que cette affaire ait lieu. Et il a manifestement des méthodes, on va dire, clientélistes, qui sont souvent d'ailleurs monnaie courante chez les politiques. Le problème, c'est qu'en un seul coup, il leur arrive une affaire, tout sort, et ne serait-ce que, par exemple, un coup de fil au journal Ouest France, à un moment où il est en course pour la mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire. Eh bien, il apprend dans le journal, effectivement, qu'il y a tout un portrait sur son adversaire qui s'appelle Monsieur Rimbourg. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Dominique ce nom-là. Rimbourg, oui. Voilà, Dominique Rimbourg. Et il se trouve que le journaliste de Ouest France, innocemment, rappelle que Dominique Rimbourg est le fils de Bourvil. Parce que Rimbourg, c'est le vrai nom de l'acteur Bourvil. Et là, il est furieux, parce qu'il pense que ça peut favoriser son adversaire. Et il appelle Ouest France, et il est furieux contre les journalistes, parce que le journaliste a rappelé que son adversaire est le fils de Bourvil. On est chez les fous, quand même. Oui, mais en tout cas, c'est pas le premier politique qui appelle les journalistes pour les insulter. C'est vrai. L'impression, hein. Oh, bon.
Enfin, j'ai jamais vu, j'ai lu cet article, il est, par moments, il faut bien dire, alors que c'est un drame comique, qu'on apprend par exemple qu'il fumait devant tout le monde des joints dans sa mairie, ce qui n'est quand même pas absolument... Ça peut ramener des voix en ce moment. Hein. Et il y avait un comportement... Il n'est même pas écolo. Non, mais il y avait un comportement vraiment inédit, donc c'est intéressant. Mais tout ça abîme quand même, dans un climat de défiance à l'égard du politique, encore c'est quand même désastreux quand on essaie de rétablir un petit peu de confiance et d'exemplarité. Le Sénat avait regagné ses lettres de noblesse ces dernières années, notamment grâce aux commissions d'enquête. Vous savez, le Sénat, on retrouvait un intérêt au Sénat. Et puis après toutes les folies qu'il y a avec vos copains de la LFI, enfin vos ex-copains, cher Gérard, le souk qu'il y a à l'Assemblée, le Sénat apparaissait comme un endroit quand même assez... J'ai l'impression qu'il vous cherche. Oh, c'est gentil. Ça me paraissait assez digne. Et c'est vrai que ça fait tâche quand même. Allez, on passe à deux visages qui font la une de Paris Match, sorti aujourd'hui en kiosque. Évidemment, le nom de famille on le connaît, les prénoms un peu aussi, Jade et Joy Hallyday. Mais oui, un peu de people. Paris Match qui a donc rencontré en exclusivité Jade et Joy. C'est leur première interview, c'est ça? Oui, et puis alors, on aurait dû inviter Hélène Darroze, elle aurait su mieux nous en parler que vous, Philippe certainement. Etchebest. Et puis je crois qu'elle est la marraine de Jade et Joy Hallyday. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on apprend, oui, c'est leur première grande interview, qu'elles sont vraiment fâchées avec leurs demi-frères et demi-sœurs. Je pense évidemment à David Hallyday et Laura Smet. Elles disent on ne pourra jamais pardonner à David et Laura. Ils nous ont blessés. On a quand même passé quelques Noëls ensemble à Gstaad, rappelle-t-elle, et parfois Laura nous rendait visite à Los Angeles. Cela fait 6 ans qu'on ne s'est pas parlé. On a l'impression d'être des étrangères pour eux. C'est terrible comme témoignage. Oui, c'est terrible, mais en fait, c'est tellement banal finalement. Ça arrive dans toutes les familles, dans plein de familles recomposées, dans plein de familles. Je suis assez d'accord. Voilà, donc après, et c'est pourquoi ça plaît tellement, et pourquoi je suis sûr que ce numéro de Paris Match va bien marcher, parce que les gens finalement, quelque part, ça les rassure de voir que même les gens connus ont les mêmes problèmes qu'eux. Gérard Miller. Mais en même temps, alors je ne connais pas du tout ces deux. Vous êtes plutôt filles. pour les familles qui se recomposent et pas décomposées. Oui, et en plus, il se trouve que j'ai toujours admiré la façon dont et Laura Smet et David Hallyday avaient été élevés. Je les connais pas très bien, je les ai croisés comme vous, mais j'ai toujours trouvé finalement que je me disais. Sylvie Vartan, elle s'est plutôt bien débrouillée avec ses enfants, son enfant, ou également Nathalie Baye avec Laura Smet. Voilà. Et donc, je trouve ça d'autant plus douloureux que je crois à la sincérité de ces deux jeunes filles. Elles disent à quel point elles auraient aimé que cette famille se recompose. Vous avez raison, moi je crois aux familles recomposées. Là, manifestement, quand on porte des noms aussi lourds, il y a quelque chose qu'on ne peut pas réussir. Vous vouliez ajouter quelque chose, Non, Blanche? je ne sais pas si pour recomposer, la meilleure idée, c'est d'en parler dans Paris Match. Voilà, je pense qu'il y a aussi d'autres voies. On peut aussi essayer de se... On peut aussi essayer... Il y a peut-être d'autres recours qui ont été épuisés. Vous avez raison. On peut aller voir un psychanalyste aussi, n'est-ce pas, Gérard? Gérard Miller vous donnera son numéro de téléphone à la fin de l'émission.